Crac. Donc Empire of the Deep était un film censé concurrencer Avatar qui coûta dans les 130 millions de dollars et qui n'est jamais sorti. Financé en grande partie par le dénommé John Chiang, un riche magnat chinois de l'immobilier, avec l'aide de quelques autres producteurs chinois, ce dernier avait pour ambition, grâce à ce blockbuster qui était censé bouleverser le 7e art et être enfin l'œuvre américano-chinoise tant attendue par Hollywood depuis des années, qui allait exploser au box-office mondial, oui c'est la période où Hollywood essayait à mort de s'incruster sur le marché chinois, de créer une trilogie de films épiques, une série animée, des jeux vidéo, et bien sûr, un parc à thème en Chine. Oui, Jiang avait de l'ambition. Le tournage de cette première œuvre, avec un budget estimé entre 50 et 100 millions de dollars, avait ainsi débuté en 2009. Sans son propre script terminé. Un script écrit par Jiang lui-même, qui planchait dessus depuis 2007 et qui connut pas moins de 40 versions différentes malgré l'aide de 10 scénaristes. Sans parler des réécritures dues au reshoot par la suite. Le tout pour un tournage estimé d'un an qui en durera 7 et qui enchaînera 3 réalisateurs différents. Enfin 5 techniquement, mais 2 se sont retirés avant le début du tournage. Irving Kershner connu pour l'Empire contre-attaque et Pitof connu pour Catwoman. 3 réalisateurs qui n'ont bien sûr jamais pu compléter leur propre vision de l'histoire. Paralysés dans tous les cas par la vision originale voulue par Jiang à la barre, qui était, je cite, d'un mix entre Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux et Transformers avec une touche de Shakespeare. Alors, je vous lis le synopsis. Les 8 royaumes des sirènes protègent les océans depuis la création de la Terre. Mais la paix actuelle est menacée par la réémergence du démon mage et de ses légions. Alors que son village est pris dans le conflit, un héros grec nommé Atlas part avec son ami Trajan pour sauver le père d'Atlas et ramener le temple sacré de Poséidon qui a été dérobé par une armée de chevaliers tritons. Bah j'ai pas compris ce que je viens de dire. Et le premier des réalisateurs, Jonathan Lawrence, un réalisateur de publicité et de court-métrage qui avait été propulsé sur le projet et qui rêvait qu'Empire of the Deep soit son grand film d'aventure à la Indiana Jones, qu'il rêvait de faire depuis toujours, avait pas du tout comprendre non plus, puisqu'il dit clairement à Jiang que son scénario était la pire chose qu'il avait jamais lue. Et quelle ambiance justement lors de la production, entre des assistants surveillant les moindres faits et gestes de Lawrence, la censure chinoise qu'il fallait satisfaire, ceux en tournant des scènes qui scénaristiquement n'avaient rien à faire là, diverses incompréhensions, désaccords, agressions, acteurs non payés et même évasion. Le tournage fut une véritable catastrophe du début à la fin. Par exemple, les difficultés de communication entre Lawrence et Jiang, causées par la peur du traducteur de Lawrence d'offenser Jiang, donnent lieu à un couteau quiproquo. Lawrence, qui plaisantait au second degré à Jiang de construire un mur sur la plage pour cacher une station balnéaire au loin au vu des caméras, découvrit, non sans surprise lors de son arrivée à la plage pour le dit tournage, la construction d'un mur de 4,50 m de haut bel et bien réel. Et les murs ça coûte cher, hein. Faute de fonds, ou par avarice, une partie des acteurs et des figurants ne furent pas payés par la production, et même menacés en certaines occasions. Lawrence raconta ainsi que lors de sa venue pour tourner une scène censée avoir 500 personnes pour la bataille finale, qu'une vingtaine de figurants seulement s'étaient présentés sur place, en portant des costumes indignes d'un cosplayer avec des combinaisons en caoutchouc décorées d'écailles, de ventouses de pieuvres et de coquillages, ainsi que de nageoires collées directement sur la tronche de certains figurants. Des figurants russes pour la plupart pas spécialement motivés, qui se plaignaient de ne pas avoir été payés depuis des semaines. Eh bien, ces 10 figurants virent peu après la police débarquer dans leur propre hôtel, ce pour vérifier leur visa et, basiquement, leur mettre en réalité la pression parce qu'ils avaient réclamé d'être payés. Les acteurs principaux ne restèrent eux aussi pas en reste, comme Max Mollion, l'acteur interprétant Trajan, le sidekick pour rappel, qui décida de partir du tournage après 3 mois d'impayés, et qui fut remplacé par une doublure tout le reste de celui-ci. Enfin, concernant la pression exercée pour les visas, sûrement le cas le plus dingue, celui d'une des actrices principales, Irina Violette, qui, elle, due aux conditions dangereuses qui régnaient sur le plateau pour les acteurs et les cascadeurs, qui devaient d'ailleurs en plus de cela souvent tourner dans le froid, mouillés et à moitié à poil, sans avoir de quoi se réchauffer, décida de quitter la production en cours de route avec son petit ami, avant de voir son visa retenu par les producteurs chinois qui voulurent qu'elle rembourse tout son salaire, avec Jiang la menaçant de la poursuivre en justice en Chine. Coincé sur place donc de par cette demande de rançon, et appelant le consulat américain un peu en panique, ce dernier lui conseilla par téléphone de rejoindre l'ambassade la plus proche pour se barrer, ce que le couple fit en s'enfuyant secrètement du plateau situé à Fujian pour rejoindre le consulat américain à Shanghai. Il y a environ 600 km de distance, si jamais. Une fuite aidée grâce à quelques membres de l'équipe de tournage, dont Lawrence, ainsi que de policiers locaux sympathisants. Son rôle ayant finalement été interprété par une autre actrice, Kiri Berry Brogan, qui, de toute évidence, dut refaire toutes ses prises.
Après 5 mois de tournage, Lawrence, son contrat terminé, et ne souhaitant clairement pas continuer l'expérience sans 1 million de dollars supplémentaires, C'est non. qui lui fut refusé, quitta donc la production après un tiers du film réalisé seulement. Le tout sans son actrice principale qui n'était toujours pas arrivée. C'est donc un autre réalisateur, Michael French, qui prit la relève, ce avec la tâche de boucler le film en moins de 3 mois, car il avait déjà des engagements antérieurs pour après. Donc pour ce faire, ce qu'il a fait, eh bien c'est qu'il s'est mis à tourner le film comme une comédie et à supprimer des scènes de dialogue qu'il jugeait inutiles. Cependant, malgré cela, cela ne suffit pas pour tout boucler. Et il fut donc remplacé par un troisième et dernier réalisateur, Scott Myler, spécialisé pour sa part dans les documentaires, qui lui voulut en faire une histoire d'amour. Ce avant de se heurter à Jiang, qui refusa de voir son œuvre se transformer ainsi. Oui, parce que Jiang est un homme d'intégrité fidèle à sa vision de Transformers rencontrant Shakespeare. Et c'est premier degré pour Shakespeare, hein, pour le coup. Puisqu'il avait par exemple forcé un acteur jouant le roi Ali, qui épouse la princesse des sirènes dans le film, ne cherchez pas, de refaire ses scènes avec un accent, je cite, comme un prince dans Shakespeare. L'acteur lui avait répliqué qu'il n'y aurait pas beaucoup de continuité, mais c'est pas grave, Jiang a forcé quand même. Michael French, qui filmait encore à ce moment-là, quelque peu abasourdi par ce qui se passait, avait alors proposé une solution à l'acteur une fois que Jiang fut parti du plateau, tourner chaque scène 2 fois, une avec accent shakespearien pour faire plaisir à Jiang, et une sans la vraie qu'ils allaient utiliser au montage. Anyway, malgré tout cela, et bien que toujours en tournage, la date du film fut annoncée lors d'une conférence de presse à Pékin. Ce en compagnie de son actrice principale arrivant en cours de route, la reine des sirènes même, hein, interprétée par Olga Kurilenko. Oui, c'est que Jiang avait essayé de recruter Monica Bellucci pour le rôle, suivi de Sharon Stone, mais c'est un petit peu foiré. Olga qui pour sa part, contrairement à Lawrence, fut payée 1 million de dollars. Oui, c'est sur le salaire que les autres n'ont pas eu, j'imagine. Conférence durant laquelle fut montrée la toute première bande-annonce en 3D. Une bande-annonce visuellement catastrophique qui n'eut pour conséquence que de n'attirer aucun distributeur et de retarder le film d'1 an supplémentaire à sa date annoncée pour boucler son tournage et améliorer ses effets spéciaux. Après donc un tournage terminé par Scott Myler fin 2010 et un léger retard d'1 an pour peaufiner les effets spéciaux, en octobre 2012, un nouveau trailer fut ainsi montré, avec des effets améliorés, mais toujours à des années-lumière de son concurrent direct visé, Avatar, qui était alors sorti depuis déjà 3 ans. Ne trouvant toujours pas de distributeur international intéressé par son blockbuster, après encore 2 autres années de travail sur les effets spéciaux et divers reshoots, en 2014, Jiang engagea finalement Michael Kahn, le monteur de quasiment tous les films de Spielberg, pour monter son film bâtardisé et réussit par la même occasion par obtenir une projection privée dans les bureaux de Sony Pictures à Los Angeles. Une projection qui fut une fois encore un désastre entre les effets spéciaux toujours inachevés malgré les années et l'intrigue du film qui était ennuyante et prévisible à 10 000 km. Un désastre tel que Jiang programma à nouveau de nouveaux reshoots de plusieurs scènes en urgence, toujours sans distributeur et avec un budget ayant explosé avec les années cumulées. En janvier 2016, après 7 ans de production, enfin 9 si on compte le temps passé au scénario, parut une nouvelle et ultime bande-annonce du film, la dernière à ce jour, avec des effets spéciaux de nouveau améliorés et une levée de fonds lancée en parallèle, demandant 1 million de yuan, soit environ 120 000 € aujourd'hui, ce pour boucler le film, avec une date de sortie cette fois fixée à avril 2016. Une campagne qui ne faisait aucune mention de Jonathan Lawrence ou Max Molion, qui permettait pour 25 $ de voir son nom affiché au générique, et pour la somme modique de 7 600 $ de voir le logo de son entreprise imprimé sur les posters et publicités du film. Donc après 4 mois, la levée de fonds a récolté 2% de son objectif, et le film, qui aura coûté au final un total de 130 millions de dollars cumulés, ne sortira de toute évidence jamais, puisqu'on n'a plus jamais entendu parler de lui depuis. Probablement perdu à jamais dans les disques durs des studios de Jiang. Ah, et à savoir, dans tout ça, selon les dires de Jiang, il n'avait toujours pas été approuvé par la censure chinoise, qui empêchait donc techniquement à ce dernier d'avoir un distributeur international quoi qu'il arrive.